Hello tout le monde, je m'appelle Kotou. Et moi c'est Sarah. Et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous l'a demandé. Donc notre idée, c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous, parce que oui, notre vœu le plus cher, c'est la paix sur Terre. Bon les gars, on a déconné. De ouf. On a déconné de ouf. On est enfin de retour après de très très longues semaines. Donc comme vous l'avez remarqué, on a un petit souci avec le principe d'assiduité. Donc voilà, on vous promet un épisode toutes les 3 semaines, on revient un mois après. C'est nul. C'est un scandale. On est hyper mauvaise. C'est nul, mais on va se rattraper, promis. D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop fâchés, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 6, qui était sur la notion de race, en le retrouvant sur Spotify, Deezer, YouTube et sur France 3 Auvergne. Il y a cette vanne, jamais je la lâche, meuf. Ouais, mais un peu moins prestigieuse que PBS la dernière fois. France 3 selon qui, j'ai envie de dire. Oui, pardon France 3 Auvergne. Mais la vie, ouais, vous êtes dans nos cœurs, hein. Promis, on vous oublie pas. On en profite pour vous remercier encore et toujours pour vos petits messages de soutien et d'amour. Ça fait super plaisir. Parce qu'on voit qu'on a de plus en plus d'abonnés. Je crois qu'on est à 175. On approche de la barre fatidique des 200. Donc merci. Ouais, et alors quand on sera à 200, Kotou, on va organiser une énorme soirée. Turn up. Mais juste entre nous deux. Parce que désolé. Mais en fait, on n'a pas la place d'inviter 200 personnes dans nos studios. Du coup, on vous promet la fête, mais sans vous, quoi. Et j'en profite aussi pour faire un gros big up à notre camarade de Racisme Invisible. Ah ça. Voilà, qui a eu la bonté de recommander Preach sur sa page Insta. Et on vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur Racisme Invisible pour récupérer plein d'outils hyper intéressants de déconstruction. Et voilà, cela étant dit, chers camarades, quel est le programme du jour ? Écoutez camarades, aujourd'hui c'est du lourd. C'est du lourd. On va explorer le terme et l'histoire de la laïcité, le mot en L, le L-word. Ouh là là. Ah ouais, c'est sérieux aujourd'hui. Donc on va l'aborder à travers une recommandation de podcast super hyper cool et une question d'actualité assez brûlante. Y a-t-il une islamophobie d'État en France ? Donc installez-vous avec vos thés au gingembre et vos biscuits de grand-mère et on commence comme d'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule. C'est parti. Bon meuf, la semaine dernière, notre cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dont on a parlé quand même plusieurs fois en vrai dans ce podcast. Hein. Étonnamment, il est un peu dans notre viseur. C'est bizarre. Donc ce monsieur s'est rendu devant l'Assemblée nationale pour participer à un rassemblement de policiers organisé entre autres par des syndicats soutenus par l'extrême droite, pour critiquer l'action de la justice et notamment des magistrats. Alors, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie de cette situation. Je crois que personne ne s'en rend compte. Non, je pense on réalise pas l'ampleur du truc. Alors je vais vous aider, hein, c'est complètement aberrant. D'ailleurs, Audrey Pulvar, la pauvre, elle est dans la sauce tout le temps, elle est dans la sauce. Elle a eu le malheur de dire à peu près la même chose que ce que j'ai dit. Elle a dit, je cite quand même, parce que vous allez comprendre pourquoi je vous cite exactement ce qu'elle nous dit. Une manifestation soutenue par l'extrême droite à laquelle participe un ministre de l'Intérieur qui marche sur l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés en train d'examiner un texte de loi concernant la justice, c'est une image qui pour moi était assez glaçante. Et pour ça, meuf, écoute bien, et pour ça, Monsieur Darmanin veut porter plainte au nom du ministère de l'Intérieur. Tu sais quoi ? J'invite Darmanin à porter plainte contre moi. Non, je n'invite pas. J'ai peur. Non, parce qu'il va le faire. Hein. J'ai peur, il va gâcher tellement facile, lui, donc j'ai peur. Mais en vrai, meuf, tu sais quoi ? C'est même pas un coup de gueule, là. C'est un coup de flemme. J'ai la flemme. J'ai juste la flemme de ce gouvernement. Ce qui se laisse bouffer par des syndicats de policiers surpuissants, quoi, et qui font de la politique et en même temps qui se foutent de la gueule des policiers lambda en ne leur donnant pas les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission. Voilà, et en sachant que 60% des policiers ont voté Front National et que 2 tribunes de militaires à la retraite et en service ont été publiées dans Valeurs Actuelles, pas de cœur sur eux, pas de bisous sur eux, rien du tout sur eux. La campagne présidentielle s'annonce exténuante et j'ai une flemme pas possible. Donc voilà, c'était mon coup de flemme. C'est mon coup de flemme. Wow, très bon jeu de mots, Kotou. T'as capté ? Ouais. On est là, hein, en tout cas. Alors, et toi, meuf, qu'est-ce qui t'a égayé, genre ? Alors moi, sans jeu de mots, j'ai un coup de cœur. Et mon coup de cœur, c'est une victoire. Celle des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles.
Et oui, alors Kotou, justement, tu avais déjà fait un petit coup de gueule à l'époque, il y a quelques mois. C'est mon lane, ça, c'est mon truc à moi, le coup de gueule. C'était je pense, dans l'épisode 3. Et donc voilà, je voulais boucler la boucle, reprendre ton coup de gueule pour le transformer en coup de cœur, tu vois. Amen. Et voilà, et reprendre ce long et victorieux combat qui a débuté pour ces femmes, quoi. Et donc c'est dans la joie qu'aujourd'hui on va se dire que quand même se battre c'est dur, mais parfois ça paye. Ça paye. Et ça a été le cas pour ces femmes-là. Donc, je suis émue. Mais oui, non mais moi j'étais trop contente quand j'ai vu la nouvelle, quoi. Donc pour en faire un petit rappel, c'était une mobilisation qui a duré 22 mois. 22 mois, c'est énorme, quoi. 22 mois de grève pour dénoncer des conditions de travail tout à fait inhumaines. Et donc il y a 20 employés femmes de l'hôtel Ibis Batignolles qui s'étaient mises donc en grève pour... Pourquoi ? Pour revendiquer leurs droits. Et il s'avère que donc... Il n'y a rien de plus français, hein, je trouve, hein. Juste pour dire quand même, ah bah de faire grève et de demander des droits. Non, elles ont tout fait dans les bonnes traditions françaises. Et donc voilà, il y a quelques jours, elles ont gagné en fait leur grève et elles ont obtenu ce qu'elles demandaient. Donc des indemnités repas 7,30 € par jour. Amen. Une augmentation de salaire de 100 à 250 €. Amen. Des contrats qui étaient faits sur 4 heures passés à 5 heures. Une égalité de traitement aussi entre tous les salariés, même ceux en sous-traitance. L'annulation de la mutation de 10 employés qui avait été aussi la cerise sur le gâteau qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ce qu'ils avaient proposé justement et elles ne voulaient pas. Et aussi un rythme de nettoyage qui a été complètement réévalué à 3 chambres par heure au lieu de 3,5 chambres par heure. Donc déjà moi avec 25 mètres carrés quand je nettoie tout en 1h30 je suis contente. Donc je vous laisse un peu imaginer le délire. Et donc comme l'a exprimé Sylvie Kimissa-Esper qui est une des employées et porte-parole de ces femmes, elle a dit, je cite, « C'est une victoire historique, nous l'avons fait pour l'ensemble des salariés invisibles. » Et donc ça, Kotou, ça met en joie. Bravo. Non, c'est une victoire incroyable, bravo à elle. Et merci pour l'inspiration surtout. Donc voilà, bon maintenant, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, hein, parce qu'on a beaucoup à faire et à dire. Tellement. Et Sarah, je crois que tu veux nous parler de LSD. Hein, on va voir ce que c'est parti. C'est bien ça. Et oui, je vais vous parler de LSD. Alors, non maman, je ne vais pas parler de drogue, mais d'un podcast. Nos parents nous écoutent. D'un podcast de France Culture qui s'appelle en fait La Série Documentaire. Donc, vous aurez fait le rapprochement avec LSD. Donc, pour vous dire à quel point chez Preach, on est hyper sympa, parce qu'en fait, chez Preach, on recommande les podcasts d'autrui. Mais t'as vu comment on partage ? Non, mais franchement... Notre fame. Je crois que non seulement, en fait, on comprend rien aux stratégies de communication, mais c'est pas grave. Alors on dirige vers la concu, quoi. Non, mais... Donc LSD, c'est un programme de France Culture de documentaire. Et donc moi, je voulais m'attarder vraiment sur un épisode, une série d'épisodes particulière qui s'appelle La République et les croyants. Ce documentaire-là de France Culture a été diffusé en septembre 2018. Il a été écrit par Catherine Escrive et réalisé par Rafik Zénine. Donc en gros, le concept général de tous les LSD, c'est souvent une problématique qui est déclinée en 4 épisodes d'1 heure. Donc voilà, là sur la série dont je parle, qui est donc La République et les croyants, on a 4 épisodes. Et donc, c'est 4 épisodes qui questionnent la théorie et la pratique de la laïcité républicaine. Bah écoute, restons dans cette énergie, hein. Qu'est-ce que la laïcité, chère Sarah ? C'est un très bon début. Allez, vous avez 4 heures, yes. Ouais, alors c'est vrai que c'est pas mal de définir la laïcité pour commencer. Donc je vais vous donner la définition qui est sur le site même du gouvernement. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. Après, il y a un ou deux paragraphes. Je passe, vous direz lire sur le site, et je reviens avec le dernier paragraphe. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. Voilà. Ça fait plaisir. Oui, donc voilà. En fait, mais ce qui veut dire qu'en d'autres termes, en fait, l'État français ne reconnaît, à ses yeux, aucune religion n'existe. Donc voilà, il n'en reconnaît aucune. Donc chacun la vit personnellement, quoi. Et donc moi, ce que j'ai bien aimé dans cette série documentaire, c'est qu'elle est divisée, comme je l'ai dit, en 4 épisodes, et chaque épisode aborde un secteur très précis, en fait, de la laïcité. Donc le premier épisode, par exemple, se nomme « Dieu, mon patron et moi ». Et donc là, on va étudier le lien entre la religion et le secteur professionnel. C'est-à-dire dans quelle mesure puis-je exprimer... C'est génial, ça. Mais c'est trop bien.
Dans quelle mesure puis-je exprimer et vivre mon appartenance religieuse à mon travail? Donc là, ce qui est super intéressant, c'est qu'il développe vachement. Il y a beaucoup d'interviews entre des gens qui travaillent, des salariés, des patrons, des conseillers professionnels. Enfin, donc il y a plein d'intervenants. Et donc là, c'est la notion de conséquences objectives et perception subjective qui est discutée. Donc ça veut dire en fait, est-ce que ma pratique a un réel impact sur mon travail? Donc par exemple, est-ce que mettre un voile ou une kippa sur mon lieu de travail a un impact? J'ai envie de dire que généralement la réponse est non, hein. Mais est-ce que faire une pause plusieurs fois par jour pour faire ma prière, ça a un impact? Là, ça peut en avoir un. Donc en fait, voilà, c'est toute cette part des choses. Et donc ils essaient de discuter entre la définition stricte de la laïcité et comment on peut en fait se questionner plus précisément sur tous ces aspects pratiques, quoi. Oui, c'est cool parce que ça pose aussi la question de la sérénité de la zone de travail, quoi. Comme faire un peu la distinction des points entre des emplois religieux-friendly ou d'autres complètement anti-religieux, quoi. Ouais, et en fait, et d'ailleurs, c'est à tel point qu'il y a certaines personnes, vous pourrez l'entendre dans ce podcast, qui expliquent qu'ils choisissent leur métier aussi en fonction de la liberté religieuse qui leur sera accordée sur leur lieu de travail, quoi. Ben, ça met en avant un peu le débat éternel entre les pro-voiles et les anti-voiles, quoi. Voilà, quand on s'en fout, dans le sens où chacun fait ce qu'il veut, qu'on s'en fout en vrai. Ouais, c'est ça. Il y en a qui s'en fichent, mais ils sont quand même obligés. En fait, quand tu t'en fous, t'es obligé d'être considéré comme un pro-voile. En fait, tu peux pas être juste dans le je m'en fous. Genre, je laisse la liberté aux autres, quoi. Voilà, que tu portes ou que tu portes pas, quoi. Et du coup, et donc c'est là que tout le débat, en fait, et à chaque fois, le voile est quand même, je pense, le débat le plus. Qui fait le plus ressurgir ça, ou qui va être complètement déplacé et opposer les religieux aux citoyens. Alors qu'on peut tout à fait être religieux et citoyen, quoi. Amen. Voilà. Donc l'épisode 2 après est vachement intéressant aussi, où là il va plutôt parler, donc le titre c'est Faut-il renforcer l'enseignement du fait religieux? Donc là assez explicitement c'est dit dans le titre, mais on parle de l'enseignement des religions à l'école publique. Et en fait l'enseignement des religions c'est une demande qui est en grosse recrudescence dernièrement, et c'est une demande des parents mais surtout des enseignants. Mais après, c'est vrai qu'après les attentats du Bataclan, le traumatisme de ces événements-là, il y a eu une forte demande du corps enseignant afin d'éviter les amalgames et l'apologie de la haine de tous les côtés, et avoir une meilleure connaissance des règles et du droit. Et c'est quand même un débat qui existe depuis les années 80 quant au programme français qui est très en retard sur les religions, tu vois. Il n'y avait rien, à part en Alsace-Moselle où il y a encore le concordat. Ouais, voilà, donc ils ont des cours de religion, mais c'est vrai qu'en France, on n'a rien. Et en fait, il y a eu un rapport qui a été rédigé en 2002 par Régis Debray, qui est un philosophe. Et donc, en fait, ce rapport, dans lequel il explique la nécessité d'enseigner les faits religieux à travers les diverses disciplines scolaires. Et d'ailleurs, en fait, c'est lui-même qui emploie le terme de passer d'une laïcité d'incompétence, dans le sens juridique, c'est-à-dire où le religieux ne nous concerne pas, à une laïcité d'intelligence, où en fait il est de notre devoir de simplement comprendre le religieux. Pas de le vivre ou quoi que ce soit, mais juste de le comprendre. Voilà, et ça c'est tout ce qu'il essaie de démontrer dans son rapport. Donc le but est effectivement de faire le distinguo entre la religion comme objet de culte et la religion comme objet de culture. Et évidemment qu'en fait la religion est imprégnée dans toutes les cultures, donc forcément que c'est un peu smart à un moment de s'y intéresser, quoi. Il est smart, je dis ça, je dis rien. Il est smart, Régis Debray. Et évidemment qu'en plus de ça, en fait, je vois tout de suite les gens qui disent attention les cours de religion, mais évidemment que ce sont pas du prosélytisme, en fait, c'est ce qu'on enseigne dans ces cours-là, c'est l'histoire des religions. C'est pas l'école du dimanche ou l'école coranique ou le catéchisme, quoi. Donc, et puis en plus de ça, en fait, ils appellent d'ailleurs ça l'étude des faits religieux et pas l'école des religions. Et donc l'étude des faits religieux, ça permet de faire le lien entre les trois grandes religions monothéistes et comprendre qu'en fait elles sont tout simplement intrinsèquement... Il est dur ce mot. À chaque fois je le dis, à chaque podcast et à chaque fois tu je bug. Et tu fais dans la difficulté et toute je persiste, quoi. Voilà, donc vous aurez compris que ces trois religions sont liées. Mais le truc reste hyper tabou en France. La preuve est que y a aucune vraie matière de fait religieux qui existe, quoi. À chaque fois, c'est un peu raccordé au cours d'histoire ou éducation civique ou des trucs comme ça. L'épisode 3 est hyper intéressant aussi. Il s'appelle Divin Divan. Où là, en gros, joli. Divin Divan, ils sont forts aussi en jeu de mots, hein. Et qui questionne le lien entre le vécu religieux et le suivi psychologique ou psychanalytique. Donc les deux sont-ils complémentaires ou à l'inverse, est-ce que l'un exclut l'autre? Donc, parce que c'est vrai que la religion, telle qu'elle est perçue aujourd'hui, où souvent la personne, on lui demande de confier sa vie en Dieu, passer par la prière pour tout résoudre, et à l'inverse, la psychologie, qui s'appuie sur des analyses très factuelles, analytiques, qui nie un peu toute la divinité. Ouais. Donc voilà, et là cet épisode c'est trop bien parce qu'il y a des interviews de patients croyants et qui passent par la psychanalyse ou de praticiens justement qui sont par exemple psychologues mais qui sont aussi croyants. Donc en fait on se rend compte que le cloisonner ces secteurs n'a finalement pas beaucoup de sens, quoi. Mais c'est bien de penser comme ça de plus en plus parce qu'on sait qu'il y a certains praticiens qui mettent de plus en plus en avant leur appartenance religieuse parce qu'ils savent qu'il y a des patients qui recherchent un médecin qui comprenne ces pressions sociales et religieuses qu'ils subissent, quoi. Mais donc, carrément. je trouve que c'est une super manière d'être
d'être ouvert et tolérant. Et, exactement. Voilà. Et de bien soigner les gens, surtout. Mais oui, de comprendre sans les rejeter. Voilà. Et voilà, et enfin, l'épisode 4, qui s'appelle « Vivre sa foi à l'hôpital ». Donc, vous l'aurez compris, ça se passe à l'hôpital. Il pose des questions que je me suis jamais posées. C'est un truc, c'est trop bien. Non, mais t'as vu, mais ils explorent tout. Mais LSD, moi, je vous recommande. Hein, tout ce qu'ils font, c'est génial. Et donc là, c'est un peu le versus médecine versus la foi. Et donc de voir comment certaines personnes en fait découvrent la religion et la foi dans l'épreuve physique et médicale, ou inversement comment certains la perdent. Et donc en France, c'est vrai que la médecine est très institutionnalisée, dans le sens où on a des établissements publics. Et pourtant, en fait, les environnements hospitaliers, ils sont imprégnés de spiritualité, parce qu'il y a chaque seconde, il y a des patients qui meurent, il y en a qui guérissent, il y a les familles qui sont là, il y a les familles qui prient, les gens qui prient, enfin... Les patients, ils ont des habitudes qui sont très rythmées par des pratiques religieuses aussi, que ce soit dans leur mode de vie, leur alimentation. Et encore une fois, il y a des interviews de médecins qui sont croyants, qui n'arriveraient pas à exercer sans le soutien spirituel qu'ils ressentent via la foi, ou d'autres qui comprennent pas du tout comment on peut être médecin et en même temps avoir une pratique spirituelle, quoi. Donc voilà, finalement, encore une fois, ça questionne aussi la croyance et la médecine. Est-ce qu'ils sont indissociables? Est-ce qu'elles sont liées? Alors, est-ce que en fait, l'un ne peut exister sans l'autre, quoi? Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le... Vous avez 4 heures. Il y a quelqu'un dans cette podcast qui rappelle que la laïcité n'est pas l'interdiction de la religion et que c'est un truc dont il essaie souvent de se rappeler à l'hôpital. Et super exemple, c'est qu'il prend l'exemple de l'hôpital Cochin à Paris. Je ne savais pas, mais il y a 4 aumôniers de 4 cultes différents. Donc il y a un aumônier catholique, un musulman, un rabbin et aussi un pasteur protestant. Bravo! Ouais. Pour répondre à toutes les demandes des patients, quoi. Donc voilà, en gros, LSD, ça interroge la laïcité dans sa pratique, qui est bien plus complexe que sa définition théorique, puisque tous les secteurs de la vie peuvent être soumis à une lecture religieuse. Et je vais d'ailleurs maintenant te laisser... Conclusion. C'était bien. T'as la pression pour la tienne, là, de conclusion. J'ai hyper peur, franchement, ce sujet... voilà. Mais voilà, je te laisse la parole, Kotou, parce que je crois qu'on a un bon gros dossier. Tu m'as abandonné la parole, genre, débrouille-toi, là. Tu vas un peu nous montrer ce que c'est la laïcité de fond en comble, nous l'expliquer, revenir dessus. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui, chers camarades, nous allons donc parler de ce principe républicain et constitutionnel qui a le super pouvoir d'enflammer notre débat public, et ce depuis plus de 100 ans quand même, hein, je tiens à le dire. Donc, je vous demande de faire un triomphe pour la belle, la grande, la capricieuse et la fameuse laïcité. Quelle introduction! Ma conclusion était belle, mais ton intro était encore mieux. Meuf, elle le mérite. Quelle diva. Mais quelle star. Quelle star. Mais elle est imbattable, la laïcité. Enfin, bien avant Twitter, elle était déjà dans toutes les sauces. Dans toutes les sauces. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter une lecture un peu philosophique, un peu historique et un peu politique de ce concept et explorer un peu ses limites. Voilà, une ambition, somme toute, très humble, évidemment. Donc, voilà. Évidemment. Bon, bah alors du coup, c'est parti. Et alors moi, maintenant, je vais te demander à ton tour de définir la laïcité. Mais je pense que tu vas rentrer un peu plus deep que moi, quoi. Mais bien sûr. Bah, écoute, tu sais quoi, on va commencer par l'étymologie de ce mot assez curieux quand même. Il est assez curieux. Alors, il nous vient du grec... Je pars loin, hein. Elle part hyper loin, ouais. Il nous vient du grec laikos, qui désignait le peuple, le commun. C'est un terme qui a été en opposition avec celui de clérikos, hein, qui me rappelle un autre mot, c'est très transparent en vrai. Clérikos qui désignait ce qui relève des institutions religieuses. Le terme grec de laikos va devenir laicus en latin, et puis laïque, ce qui signifiait au Moyen-Âge ne pas être une personne issue du clergé. Maintenant, à propos du terme même de laïcité, selon nos amis du Larousse, parce qu'ils nous écoutent, c'est très concrètement, alors je cite, « La conception et l'organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement. » Fin de citation. Alors, la laïcité repose sur 3 principes. Premier principe, la liberté de conscience est celle de manifester ses convictions dans les limites du respect et de l'ordre public. Ok. Amen. Déjà. Ça va. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et dernier point, l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Bon, alors moi jusque-là, ça m'a l'air plutôt clair, même plutôt cool. Mais alors du coup, est-ce que tu peux expliquer ce qui fait que ce soit un concept toujours autant débattu si la définition est aussi limpide? Moi, en vrai, je pense que le problème, c'est qu'il y a des laïcités.
Voilà. Et que ce soit idéologiquement, à travers l'histoire ou à travers le monde. Et c'est ce qui fait que ce sera toujours une idée en débat. En fait, la pensée autour du terme de laïcité n'a pas commencé en France en 1905. On peut dire que c'est un concept philosophique qui est en fait séculaire, quoi. Et le terme laïcité n'existait pas en tant que tel, mais la posture donnant de la place à l'esprit critique vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, y compris les religions, si, ça a toujours existé, en vrai, tu vois. Et on peut notamment remonter à des périodes lointaines, comme l'Antiquité, pendant laquelle des philosophes grecs ou romains, comme Socrate, Épicure ou Marc Aurèle, qui nous écoutent, big up, avaient déjà cette pensée libre et critique. On peut aussi citer le sage chinois Lao Tse, qui n'est pas vraiment en fait un personnage historique, il n'a pas vraiment, je pense, existé, mais qui est plus une espèce de matérialisation du taoïsme, qui est un des piliers de la pensée chinoise avec le confucianisme et le bouddhisme, et qui avait aussi cette capacité de distance et de doute sur son monde. Un peu plus tard, au Moyen-Âge, cette philosophie était beaucoup plus présente dans le monde musulman parce que l'Europe est en train de sombrer dans les guerres de religion et faisait des barbecues de personnes dites hérétiques, autrement dit des gens qui faisaient des choses considérées comme haram. Donc, passé, hein. En tout cas, dark, Bresson. Donc voilà, on peut notamment citer Averroès, le philosophe musulman le plus connu of all time, de tous les temps, qui a vécu au XIIe siècle et qui est considéré comme un des pères de la laïcité. Okay. Encore un peu plus tard, les 16 et 17e siècles sont des périodes vraiment charnières, théoriquement, dans la conception de l'État, du contrat social et de la paix civile, qui va nourrir le concept de laïcité. On peut notamment citer John Locke, qui a pensé la tolérance dans une lettre publiée en 1689, vous pouvez la lire, c'est encore très moderne, voilà. Ou Descartes, avec son fameux « je pense donc je suis », qui fait encore référence à cette posture critique vis-à-vis du monde et n'attendant pas toutes les réponses du religieux. Donc voilà. Et enfin, on peut évidemment citer les Lumières, voilà, et ses représentants les plus influents, comme Montesquieu, avec son essai de l'esprit et des lois, où il sépare la justice de Dieu et des hommes, ou Voltaire avec son dictionnaire philosophique dans lequel on ressent toute sa méfiance vis-à-vis du religieux. Donc voilà. Et le mouvement des Lumières a notamment influencé la pensée laïque des pères fondateurs des États-Unis, donc voilà, Thomas Jefferson, Madison et Paine, et aussi d'un mouvement porté par des juifs laïcs qui s'appelle la Haskalah, qui existait entre le 18e et le 19e siècle et qui militait pour une instruction basée sur les sciences et les langues. Donc voilà, donc la laïcité, à travers l'histoire, ça a été une posture critique, une philosophie, un mouvement, et c'est vers la moitié du 19e siècle que ça devient un concept, un cadre et un principe politique lié à la République en France, quoi, tu vois. Donc la loi de 1905, c'est vraiment le produit de toute cette histoire, de toutes ces réflexions et de toutes ces influences. Alright, j'ai l'impression d'avoir fait le programme de tout mon collège d'histoire en 2 minutes. Merci pour ces riches informations. On est là, on est là. C'est vrai. Bon travail. Merci. Et gros big up à tous les laïcards islamophobes qui ont dû s'étouffer quand t'as dit qu'un philosophe musulman était un des pères fondateurs de la laïcité. Hein. Gros big up à eux, gros bisous à eux. Et on peut aussi faire un gros bessos à Ibn al-Rawandi, un penseur persan du 9e siècle qui nous écoute évidemment, et qui était ce qu'on appelle un sceptique. Ah. C'est un courant datant de la Grèce antique qui érigeait le doute en système de pensée. Il avait une vision extrêmement critique du Coran et à cet effet, il s'inscrit totalement dans l'histoire de la laïcité. Donc Éric Zemmour, qui dit, j'espère qu'il ne nous écoute pas, qui dit, et je cite, « L'islam n'a pas connu la laïcité, n'a pas connu la séparation du public et du privé, du sacré et du profane, du spirituel et du temporel. » J'ai envie de dire, poète Éric. Oh là là. Poète, c'est de l'argumentation. Hein. Poète. Voilà. Non, no comment. J'ai voulu juste dire ça parce que ça m'a énervé. Non, mais il s'exprimait vraiment sur tout, ce gars, quand même. Hein. Alors qu'on lui a rien demandé. Ouais, nous, on nous a rien demandé. C'est notre slogan. Mais lui, on lui a vraiment rien demandé. Donc, voilà. Alors, meuf, juste au passage, est-ce que tu sais qui est considéré comme le premier laïc ? Aucune idée, vas-y, fais-moi rêver. Meuf, Jésus. Quoi ? Is that a joke ? It's not a joke. Jésus, meuf, je te jure, il y a dans les évangiles un passage qui est rapporté où des gens auraient demandé à Jésus s'il devait obligatoirement payer l'impôt à l'empereur César. Moi aussi, je pose encore la question d'ailleurs, pourquoi je dois encore payer des impôts ? Mais bon, voilà. À l'empereur Macron. En tout cas. Yes. Et Jésus aurait répondu cette phrase assez célèbre. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, c'est connu cette phrase. C'est connu, c'est très juste. Mais écoute, cette phrase est interprétée par certains comme l'établissement d'une séparation entre les domaines spirituels et civils. Voilà. Ça vous en bouge un coin, celle-là. Hein, ça en bouge un coin, ouais. J'avoue que Jésus, premier des laïcs,
plutôt incroyable. Ouais, moi je trouve ça aussi incroyable. Mais bon, pour revenir à ta question de départ, qui était pourquoi, on revient, on est parti loin alors, qui était pourquoi c'est un concept autant polémique, c'est parce que la question religieuse est revenue sur le devant de la scène, notamment avec la religion musulmane, qui est la deuxième religion de France et qui depuis les années 80 est de plus en plus visible dans l'espace public, notamment avec le port du fameux voile. Donc voilà. Et comme on le sait, ça dérange quelques gens, quelques personnes. Beaucoup, hein. Un peu beaucoup. Comme tu vas nous parler juste après du rapport très compliqué entre l'islam et la République française, je vais plus me concentrer sur la manière dont la laïcité à la française s'est construite, ce qui nous permettra peut-être de comprendre un peu les tensions d'aujourd'hui, quoi. Et pour ça, on a besoin de remonter un peu le temps. Alors moi, c'est plusieurs fois que tu fais des retours en arrière, je me disais que jusque-là, on n'avait pas eu droit à la machine à remonter dans le temps, donc ça voulait dire que t'étais guérie. Mais me dis pas que tu vas me la ressortir là. Tu vois, même si je trouve cette réticence absolument cruelle, au vu des bons et loyaux services de cette machine, je vais essayer d'être plus sobre et de faire un simple claquement de doigts pour signifier le changement d'époque. Voilà. C'est déjà mieux. Ok. Donc, juste pour poser... En vrai, c'est plus classe quand même. Ouais, c'est hyper classe en vrai. C'est grave classe. Trop plus Parce que moi, là, je la vois faire ça, mais... Nice. Ok. Alors, juste pour poser les bazounettes, du baptême de Clovis... On remonte vraiment à loin, là. On remonte à très loin. Du baptême de Clovis en 498 jusqu'en 1789. Ouais, big up, Reims. Magnifique la cathédrale. Très jolie, ouais. Sarah nous a fait visiter cette magnifique cathédrale. Voilà. Enfin bon, voilà, on revient à nos moutons. Donc, du baptême de Clovis en 498 jusqu'en 1789, la France est un royaume chrétien où les monarques, à partir de Charlemagne, tirent leur pouvoir de Dieu. Voilà, rien que ça. Le spirituel encadre absolument tout, de la vie à la mort. Et la Révolution française va tout chambouler et enclencher un long et douloureux processus de laïcisation, quoi. La fin de la monarchie de droit divin, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui consacre la liberté de conscience et de culte, ou encore la première proclamation séparant l'Église de l'État en 1795 sous le Directoire, sont d'énormes avancées. Voilà. Mais un tout petit homme nerveux va remettre en cause tous ces acquis. Voilà. Alors, let me guess. What the fuck? Je vais m'étouffer en le disant. C'est son souvenir qui t'étouffe, c'est son souvenir. Alors, je pense que ça commence par un N et ça finit par Apoléon. Dans le mille. Bon, j'en profite quand même pour dire, juste comme ça, que la traite négrière, c'est un crime contre l'humanité et que célébrer celui qui l'a réinstauré, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais c'est un passage, c'est juste une aparté. Donc, voilà, parenthèse fermée. Donc je disais que de 1801 à 1905 va s'étaler la période du Concordat, qui relie à nouveau, avec un vrai traité, qui relie à nouveau la France au pape et à son église. Les religions reconnues, qui étaient le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme, sont organisées comme un service public. Et en 1850, carrément, la loi Fallou va donner au ministre des cultes un droit de surveillance et de direction sur les écoles primaires. Donc c'est vraiment un réel retour en arrière. L'Église participe donc officiellement à nouveau à l'enseignement public. La Troisième République va aller à rebours de ce retour religieux, notamment sous l'impulsion de l'école obligatoire et laïque de Jules Ferry, et d'autres étapes comme l'abrogation de l'interdiction du travail le dimanche, la suppression des prières à l'ouverture des sessions parlementaires, ou le retrait des crucifixes dans les écoles publiques et les tribunaux, tu vois. Et tout ça, toute cette bouillabaisse nous mène enfin à l'année 1905, qui conclut, en fait, comme tu l'as compris, des années de querelles assez violentes. Alors, c'est le député socialiste Aristide Briand qui va porter cette loi, et lui, en fait, il a une vision assez libérale pour l'époque, assez libérale de ce principe. Il cherche à favoriser la liberté de conscience et à trouver un espèce d'équilibre avec les églises. Mais en face de lui, il y a un monsieur qui s'appelle Émile Combes, qui est un homme de gauche profondément anticlérical. Il ne veut même pas entendre parler de... Ah non, il ne veut pas entendre parler de ça. Et Émile Combes, il prône des mesures beaucoup plus radicales. Et en fait, à eux deux, ils vont cristalliser les deux visions qui s'affrontent à l'époque et qui prévalent en vrai encore, en quelque sorte, aujourd'hui, quoi. Voilà. Après, comme nous le savons, c'est plus la vision un peu plus nuancée et inclusive d'Aristide Briand qui va prévaloir, quoi. Ok, mais si je puis me permettre... Mais permettez-vous... Parce que je trouve que quand on compare au reste du monde, la France, elle paraît hyper rigide. Et avec l'historique là que tu viens de nous retracer, on comprend finalement très bien les origines, mais c'est quand même très figé, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que la laïcité à la française réside dans l'inscription de la laïcité à la Constitution et par la neutralité des fonctionnaires de l'État, ce qui fait de notre pays une exception, parce qu'à l'étranger, en fait, l'expression religieuse est beaucoup plus libre, puisqu'elle est moins codifiée.
Et c'est pas forcément vu comme une menace, alors que chez nous, c'est vraiment le grand méchant de la religion, quoi. Ah. Et tu sais, dans les pays, par exemple, plutôt anglo-saxons, même si on va encore une fois nous traiter d'importatrices de l'idéologie anglo-saxonne via notre grille de lecture. En tout cas. Mais genre au Canada, en Grande-Bretagne, ou bah même aux USA, bon aux USA ils sont à fond, ne serait-ce que leur devise qui est In God We Trust. Mais bon, ils ont quand même ce qu'on appelle des accommodements, j'allais dire en anglais. Excusez-nous. Non, ouais, des accommodements raisonnables en français. Et c'est une expression, qui désigne la tentative des sociétés modernes à s'accommoder justement des exigences des différentes minorités au sein de la société civile. Jamais il y aura ça en France. Jamais, ouais. Et par exemple, voilà, c'est vrai qu'il y a des fonctionnaires qui peuvent porter des petits signes religieux, type le voile, un crucifix ou quoi, et ça les empêche pas du tout de rendre un bon service public. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Non, on dirait. Après, moi, je trouve que c'est un concept très intéressant. Ouais. Après, on dit pas du tout qu'il faut qu'on gère le religieux exactement comme les anglo-saxons. On voit pas du tout, parce que les débordements sont beaucoup plus faciles et on ne les voit pas comme un modèle absolu, quoi. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant la manière dont chacun arrive à s'exprimer religieusement tout en respectant un tronc commun républicain. Genre, on a compris. La France était considérée comme la fille aînée de l'Église et a mis des siècles à se défaire de son emprise, quoi. Mais là, on est en 2021, il y a quand même, à notre humble avis, un côté assez oppressif dans la conception française de la laïcité. Moi, je trouve ça fou de voir toute expression religieuse comme du prosélytisme. Tu vois, genre, ça fait vraiment, c'est vraiment fragile, quoi. Genre, une croix, un voile, ça m'attaque à l'aide. Genre, calmez-vous, tu vois. Et c'est là qu'on peut dire que la France a quand même quelques tendances laïcistes. Hein, alors, juste pour définir, le laïcisme, c'est un terme assez péjoratif qui désigne une position de défense excessive de la laïcité, notamment par une prise de position anti-religieuse. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une manière assez archaïque de voir la religion en France, quoi. Genre, pour certains, religion égale obscurantisme. Et c'est dommage. Et tout ça, ça donne vraiment une homogénéité assez triste, quoi. Donc, je ne parle absolument pas d'un quelconque retour du religieux dans les affaires de l'État, sûrement pas, mais quand même d'une réflexion sur une visibilité religieuse dans l'espace public qui ne déclencherait pas le soupçon ou l'hystérie, quoi. Voilà. C'est beau de rêver. La religion, sans soupçon et sans hystérie. C'est beau de rêver. Ah ouais, c'était presque une vanne. Hein. Mais ah ça. Mais bon, tiens, tu sais quoi, en parlant de soupçon et d'hystérie, t'as trouvé la transition magnifique, parfaite. Notre copine Sarah va nous permettre de continuer la réflexion en posant une question des plus gaies et des plus apaisantes. Y a-t-il une islamophobie d'État en France? Donc voilà, on reste dans la joie et la bonne humeur, mais pas trop quand même parce que ça fout un peu la haine. Allez, c'est parti. Et oui, moi, je vais vous parler de... C'est moi le grand méchant loup, l'islamophobie. Ouais, donc l'islamophobie, alors déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un terme de plus en plus récurrent. Tous les politiciens l'emploient à tout va, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, il se trouve que c'est un mot en phobie. Généralement, ça veut dire un peu la peur de quelque chose, genre xénophobie, homophobie, transphobie, enfin... on a compris. Vous les connaissez, quoi, il y a toutes les cartes qui existent. Et donc, l'islamophobie, c'est un terme qui a été introduit à la base dans le Petit Robert en 2006, qui se définissait comme l'hostilité envers l'islam, les musulmans. C'est la définition qu'a repris le Larousse, telle qu'on la trouve aujourd'hui d'ailleurs, et le Grand Robert. Ce qui pose quand même un petit problème avec cette définition, c'est qu'elle a deux sens. Alors j'aurais dit hostilité envers l'islam, les musulmans. Alors là, moi je vois deux choses, c'est l'hostilité envers la religion de l'islam, et le deuxième sens, hostilité envers les religieux de l'islam, donc les musulmans. Et c'est quand même pas du tout la même chose d'être contre une religion. Autant la critiquer même avec véhémence, bon, c'est quelque chose, mais que de s'opposer aux croyants qui vivent tranquillement leur foi de manière personnelle, c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça que certains refusent qu'on inclue l'islamophobie dans le racisme, parce que l'islam ne représente pas une race, mais un groupe religieux, mais enfin, toutes les répercussions sont malheureusement les mêmes. Et c'est un peu le même cas de l'antisémitisme, quoi. Ouais. Moi, je comprends pas trop le débat, j'avoue. Bah, du coup, ouais, tu vois, donc en plus de ça, le débat va tellement loin que... on veut même pas l'inclure dans le racisme, dans les discriminations. Enfin, c'est un gros problème avec plein de guillemets. Parce qu'en fait, cette définition est hyper ambiguë dans tous les sens de son terme. Et d'ailleurs, c'est cette définition ambiguë qui donne à certains le droit de s'en prendre aux communautés sous couvert de la liberté d'expression. Et donc, sous couvert que je critique un courant religieux, je peux m'en prendre aux pratiquants. Et l'exemple, par exemple, qui a été assez parlant, c'était en 2019, il y a le philosophe qui s'appelle Henri Peña-Ruiz, qui a dit, alors je cite, « On a le droit d'être islamophobe, comme d'être cathophobe ou athéophobe. » Puis ensuite, il complète, « Il n'est pas raciste de s'en prendre à une religion, mais il est raciste de s'en prendre à une personne du fait de sa religion. » Donc, ça,
on comprend parce que, ok, il revendique, lui, l'islamophobie comme critique de courants religieux. Donc, en soi, bon, bah, ok, il croit ce qu'il veut, quoi. Mais le souci, c'est qu'en choisissant ce sens dans la définition de l'islamophobie, il éradique complètement les attaques contre les musulmans. Totalement. Et évacue ainsi l'énorme problème sociétal de discrimination. Et puis, en fait, il y a à un moment, les mots ont une définition, donc on peut pas choisir non plus la définition qu'elle prend, quoi. Que nous, on s'approprie. Mais bon, à partir du moment où la définition de base n'est peu claire. Et d'ailleurs, en fait, encore, je reviens sur le fameux Régis Debray, dont on parlait dans la première partie. Il est populaire aujourd'hui, Régis Debray. Qui disait en 2018, la critique d'une religion ne se confond pas avec l'injure faite aux fidèles de cette religion. Donc là, en fait, ne serait-ce qu'en disant ça... À bon entendeur. Voilà. Il formalise tout à fait l'obscurité du terme, quoi. Donc ensuite, il y a une deuxième définition que je trouve assez intéressante, qui est celle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc qui définit l'islamophobie comme étant une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans, les personnes perçues comme telles, ou envers l'islam. Bon, il y a une ambiguïté qui persiste entre critique de l'islam et hostilité envers les musulmans, mais au moins, le phénomène de stigmatisation des musulmans est nettement plus souligné avec cette définition. Exactement. Voilà, c'est déjà ça. Ouais, et le côté systémique, quoi. Ouais. Et ensuite, voilà, la définition qui, je pense, est peut-être la plus intéressante et la plus juste avec la réalité, c'est celle du collectif contre l'islamophobie en France. Bon, pour info, c'est un collectif qui a été dissous très récemment, en 2020, sur demande de Darmanin, suite à l'assassinat de Samuel Paty. Et donc, eux, ils disaient que l'islamophobie, c'était l'ensemble des actes de rejet, de discrimination et de violence perpétrés contre des institutions et des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Et donc ici, l'islamophobie est complètement appréhendée dans la haine envers l'individu, le croyant, et non envers la haine contre la religion. Donc cette ambiguïté quand même qui est maintenue, elle favorise complètement l'assimilation de la critique envers la religion et de l'attaque envers les croyants. Et donc ce que je disais plus tôt, c'est que ça permet tout à fait l'amalgame facile qui autorise ensuite les dérives islamophobes, puisque à partir du moment où on ne parvient pas clairement à définir le terme et de ce qu'est l'islamophobie, évidemment qu'on ne peut pas en condamner les actes. Mais le problème, c'est que c'est une imprécision qui est accentuée par le vocabulaire lié à l'islam, qui est très très mal utilisé dans le débat public, tu vois. Donc, je propose qu'on fasse un petit mémo. Fais donc un petit mémo, genre, alors, allez, musulman, fidèle, c'est un fidèle de l'islam, donc c'est relatif à la religion. Islamique, c'est ce qui est relatif à la civilisation et à la culture de l'islam. Et islamiste, c'est la vision politique de l'islam, tu vois, c'est-à-dire la religion perçue en tant qu'idéologie, qui est un mouvement qui peut rassembler des gens pas bien et des groupes radicaux, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc ce serait bien que dans le débat public, ils remettent les choses à leur place quand même. Parce que... Merci pour ce petit mémo. Mais on est là. C'est nécessaire. Hein. Et en fait, voilà, malheureusement, comme souvent en français, on n'a pas trop d'autres outils que le vocabulaire qui existe. Et donc là, le seul mot qui existe actuellement, c'est islamophobie. Donc c'est le mot que nous-mêmes, là, toutes les deux, on va employer. Mais nous, on le définit dans la notion où ça attaque les religieux eux-mêmes, quoi. L'hostilité envers les pratiquants. Et, Potou, je vais t'expliquer maintenant pourquoi on parle d'islamophobie d'État. Dis-nous tout. Eh bien, parce que breaking news, elle existe. Il y a un sujet gay et apaisant, on a dit. Hein. Voilà. Non, mais exactement comme le racisme systémique dont on avait parlé aussi précédemment, en fait, l'islamophobie, elle est complètement ancrée dans les comportements, dans les médias, dans les habitudes en France. Dans les institutions. Dans les institutions, tout à fait. Parce que déjà, tout simplement, on vit dans un pays historiquement catholique. Et donc, bien que l'État prône la fameuse laïcité que tu nous as magnifiquement décrite, exprimée arrête ça. tous les sens, il existe une discrimination positive envers les catholiques, qui place directement les musulmans en méchants, puisque c'est un mouvement qui est tout à fait différent du leur. Mais c'est une culture tellement ancrée, quoi. On peut citer les vacances, les congés, les jours fériés, le principe même du repos le dimanche. On remet pas ça en cause, hein. On remet pas ça en cause. Non, laissez-nous le dimanche. On dit juste que voilà, c'est une culture extrêmement ancrée chez nous. Voilà, les repas à la cantine, en cantine scolaire, avec le poisson le vendredi, les signes ostentatoires comme le chapelet, le patrimoine urbain. Voilà, c'est juste factuel. C'est factuel. En fait, le souci, c'est juste que ne pas reconnaître que la religion catholique est la plus favorisée en France, ça, c'est être dans le déni, mais le plus profond, quoi. Tu creuses. Et il y avait un article que j'avais lu dans Les Échos en 2019 qui avait été écrit par Pierre Caillou, qui est un économiste français. Et il disait: en France, la religion est une source de discrimination, positive pour les catholiques, négative pour les musulmans. Ne pas le reconnaître et refuser d'en faire une priorité politique ne peut que favoriser un repli communautaire. Parce que je pense que Pierre. Tout a été dit, hein. Oh là là. Et en fait, suite à ça, il cite des chiffres qui font un peu flipper, que 42% des musulmans vivant en France affirment avoir été victimes d'une discrimination liée à leur religion,
Et cette proportion atteint 44% pour les femmes qui ne portent jamais le voile et 60% pour celles qui le portent souvent. Et celles qui sont plus visibles, quoi. Ouais. Et il y a même suite à ça, pour vous dire à tel point c'est ancré dans les institutions, dans le système, donc c'est systémique et donc c'est dans l'État, c'est qu'il y a aussi une expérience qui a été menée par l'Institut Montaigne et Marianne Valfort, on vous mettra le lien dans la description, pour voir si l'orientation religieuse avait un impact dans l'accès à l'emploi. Donc évidemment que personne ne fait un CV ou une lettre de motivation ou un entretien en disant je suis chrétien ou catholique ou musulman, enfin c'est quand même pas la démarche à faire, hein, on est d'accord là-dessus. Mais par exemple, en fait, tout simplement dans les CV, dans Hobby ou autre ou quoi que ce soit, il y en a qui écrivaient groupe de scouts catholiques en France ou groupe des scouts musulmans. Mais qui se mettrait des bâtons dans les roues pareil? Ah, mais il y en a plein qui font ça pour montrer un peu la vie associative, tu vois, ou des trucs comme ça. Ou après, juste tout simplement, mais alors là, encore une fois, de la discrimination à 2 balles, juste le prénom, quoi. Et en fait, les gens catholiques, donc soit qui avaient des occupations dans des groupes catholiques ou qui avaient même des prénoms à consonance d'origine catholique, avec 2 fois plus de chances de se faire appeler que les musulmans. Et les juifs aussi étaient très discriminés. Mais bon, les pires des pires, c'était quand même les musulmans, les pauvres. Et historiquement, en fait, tout simplement, le racisme envers les musulmans était un pilier de l'extrême droite post-coloniale. C'était même complètement leur gagne-pain, quoi. Et pourquoi tu parles au passé? Ah, ok, non, pardon. Oui, j'ai peur. T'inquiète que c'est encore le cas aujourd'hui, quoi, toi. Non, j'ai juste après les colonies, quoi, tout simplement. Parce qu'à la base, les musulmans, ils étaient dans leur pays. Et ils venaient pas embêter les Français. Et donc aujourd'hui, en fait, entre plein de guillemets, le phénomène musulman, c'est devenu une constante de tous les bords politiques, de droite au centre, et même à gauche, hein, on va pas se mentir. Un peu à la gauche, mais Et c'est même devenu carrément un outil qui fait trancher les avis et qui est régulièrement amené dans les débats politiques pour divertir la droite, quoi. Pour détourner l'attention. Après, on peut dire quand même qu'il y a eu une montée exponentielle de l'islamophobie avec l'adoption de la loi de 2004, tu sais, qui interdit le port du foulard dans les établissements scolaires. C'est vraiment la question de la visibilité des musulmans est une question qui est débattue en permanence depuis au moins une vingtaine d'années, quoi. On peut citer la question des repas sans porc, des mamans voilées accompagnantes des sorties scolaires. Jusqu'à récemment, en 2021, elles avaient le droit, selon la jurisprudence, mais le Sénat a voté pour l'interdiction du voile, tu sais, dans le cadre de leur fichue loi séparatiste dont il faut absolument qu'on parle prochainement. On se rappelle aussi du débat complètement hystérique sur le burkini, qui ne concerne absolument personne. On parle de personnes qui vont à la plage. Non mais vraiment, en vrai, c'est inquiétant. C'est un climat extrêmement inquiétant, quoi. Donc voilà, on fout jamais la paix aux musulmans et je trouve qu'on vit des temps sombres, en vrai. Ouais. Mais bon. Et en plus, avec cette accentuation qui s'est ressentie encore une deuxième vague encore plus forte à partir de 2015, avec les attentats de Charlie Hebdo puis du Bataclan, qui là ont carrément autorisé l'islamophobie à pleinement se déployer en favorisant tous les amalgames cités auparavant, quoi. Absolument. Et dernièrement, d'ailleurs, encore une fois, parler de nos ministres, toutes ces brillantes lumières, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. C'est l'émotion. Ouais. Ah non, oh là là. Donc je pense que vous en avez certainement entendu parler, mais qui a défrayé la chronique en étendant la problématique, alors déjà confuse, de l'islamophobie, mais là, à une extrême du what the fuck, avec le terme islamo-gauchiste. Et puis elle a que ça à faire, hein, avec les étudiants qui sont d'une précarité sans nom. Non, il y a aucune priorité en France. Il y a un système scolaire, un système universitaire qui était complètement à la dérive pendant le coronavirus. Elle a que ça à faire, Frédéric. Bien sûr, mais bien sûr, parce que selon elle, je cite, l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable. La terminologie de gangrène. Je pense que la meuf fait des cauchemars toutes les nuits. Elle se réveille en sueur. Islamo-gauchiste. Mais meuf, gangrène, quoi. C'est une maladie. Et à tel point qu'elle a ensuite demandé une enquête sur le sujet au CNRS. Donc le CNRS a quand même dénoncé un slogan politique. Ils ont dit nope. Voilà, qui ne correspondait pas à une réalité scientifique. Mais alors non, ils ont pas dit nope. Hein, ils ont quand même accepté l'enquête. Voilà. Oh là là. Et voilà, étant donné que cette expression tout simplement n'existe pas, hein, et ne veut rien dire, on se dit que, encore une fois, nos politiques ont vraiment le sens des priorités, tu vois. Mais ils l'ont quand même désavoué publiquement, en vrai de vrai, quand ils ont dit cette terminologie ne fait référence à aucune réalité, quoi. Ouais, ça a pris tellement une énorme ampleur que, en fait, elle a fait une semi-excuse en se justifiant en disant quand je reprends ce terme, j'ai à l'esprit l'ensemble des radicalités qui traversent notre société. Bien sûr, l'islamo-gauchisme n'a pas de définition scientifique, mais il correspond à un ressenti de nos concitoyens d'abord et à un certain nombre de faits. Ah bah ok, faisons de la politique sur du ressenti, voilà. Allons-y. Et puis non, mais tout simplement, après ce genre de défense, je crois que le gouvernement n'a plus aucune cartouche pour nous faire croire qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Ça...
Voilà, donc tout ça pour démontrer que la stigmatisation systématique des musulmans en France a complètement lieu, alors qu'ils ne demandent rien de plus que vivre tranquillement leur foi. Ouais, bah merci, mais enfin, c'était un super résumé. Et ça, par contre, je trouve que c'est un ressenti qui est ancré dans la réalité, par contre. Ouais. Ça, oui. Donc, Ouais, merci vrai. beaucoup. Bon, on va essayer de se détendre, les gars, parce que là, oh mon Dieu, mais ce sujet, il était... Oh là 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 là. Vous savez quoi, ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de jeter nos vœux, comme d'habitude, dans l'univers. Voilà, et d'essayer d'attirer les bonnes ondes, les bonnes vibes. Et vous savez très bien que c'est l'heure de la communion. Bon, moi... Je suis déjà mort de rire. Meuf, c'est une question, c'est une affaire très très sérieuse. Moi, mon premier vœu, c'est que je retrouve un Clairs qui vende des faux piercings pour le nez, tu vois. On va bientôt enlever les masques et moi, je vais être mignonne. Je rigole même pas avec vous. Mais vous avez vu ma pote ou quoi, là, Je sérieux? les ai tous perdus, moi. Je les ai tous perdus et je suis allée au classé des halles et il y en avait plus, je crois qu'ils sont fait dévalider. Mais maintenant, tu viens de dire ouvertement qu'en fait, c'est des faux personnes. C'est tout le monde le saura. Donc, je disais... Bah allez, que ça réouvre vite autour de Cotou, là. Amen. Amen. Et toi? Alors, moi, vous savez, vous êtes au fait maintenant de mes expériences botaniques. Non. Et alors, figurez-vous que j'ai planté un manguier, hein, j'ai germé une petite graine. Et alors, je prie tout simplement pour qu'il ait une existence. C'est une serre, t'es en train de faire une serre sur ton balcon, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. À toi, Cotou. Ouais, moi, mon dernier vœu que j'aimerais jeter dans l'univers aujourd'hui, c'est que le bébé dont la chambre est collée à mon studio finisse de faire ses dents. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que là, on est dans une affaire de cohabitation et c'est juste plus possible. Voilà, moi, je prie fort pour toi, là. L'enfant dort, je dors. L'enfant se réveille, je me réveille. C'est pas possible. Enfin bon. Possible. Et toi, c'est quoi ton dernier vœu? Et alors moi, mon dernier vœu, c'est que je suis dans une joie absolue de voir ce soleil, comme tous les Français, je pense. Cette chaleur et tout, enfin voilà, ça fait du bien. Et donc je prie pour ne plus voir une goutte de pluie avant novembre 2022. What? Mais on va mourir. N'écoutez pas forcément ce vœu. Voilà. Bon bah, on vous dit à très vite. Sarah, elle est à plat, elle fait un peu plus. Bon, on vous dit pas dans 3 semaines, Non, 2 semaines, on dit plus rien. On dit à bientôt. À bientôt, voilà. À bientôt, les gars. Voilà. Bon, surtout, n'hésitez pas à partager l'épisode et à nous mettre plein de petites étoiles sur les applications de podcast si vous avez aimé, mais vous avez aimé. Donc voilà. On n'en doute pas. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, au @podcastpreach, Ouais. hein, et à nous écrire par mail. Je sais pas qui le fait, Personne mais nous si vous écrit par voulez, mail. on le dit toujours, c'est toujours plaisir à podcastpreach@gmail.com et même nous suggérer des thématiques. Genre vraiment, n'hésitez pas à nous ça nous donner fait super plaisir des quand sujets que vous voulez qu'on aborde, quoi. Grave quand on nous donne des idées. Donc voilà. Voilà, on fait plein de bisous. Gros bisous, ciao ciao.